arriver à mieux maîtriser nos temps, arriver à appuyer sur ce frein de cette vie à 1000 à l'heure parce que c'est notre rôle de parents de leur dédier des moments uniquement à eux, de leur fournir la connexion dont ils ont tant besoin pour se sentir en sécurité et donc pour grandir correctement. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Aujourd'hui, on vous a confectionné un super guide pour ritualiser votre vie de famille. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes pour le télécharger ou alors rendez-vous simplement sur le site de la matrescence, www.lamatrescence.fr. La famille, quelle que soit sa configuration, que vous soyez parent solo avec un enfant, vous êtes une famille évidemment, ça reste un élément central de nos vies et c'est d'ailleurs pour ça que vous écoutez mon podcast. On s'y plonge avec envie ou non, par choix ou non, le fait est qu'elle nous absorbe et qu'elle nous transforme. Si nous passons moins de temps en famille que nos aînés, de par nos choix de vie, mais surtout parce que les femmes ont massivement investi le marché du travail depuis l'après-guerre et que par conséquent, nos enfants sont gardés dès le plus jeune âge, l'attention à nos enfants, paradoxalement, s'est considérablement développée. On parle aujourd'hui de parentalité intensive avec l'envie de se renseigner, de comprendre et de soigner nos traumas pour épargner nos enfants. Coucou la matrescence. Clairement, mon podcast participe un peu à cette vision de la parentalité intensive, même si chacun prend ce qui lui convient, au rythme qui lui convient et comme il en a envie, évidemment. Mais le fait est que notre génération de parents se renseigne énormément et a envie de comprendre, d'apprendre et de pouvoir être le parent le plus aligné possible au sein de sa famille. Alors pourtant, si nous sommes investis énormément, nous sommes aussi, vous le savez, accaparés, par nos métiers, par les aléas de la vie, par notre stress et surtout, on est accaparé par nos téléphones, nos réseaux sociaux, nos notifications. Et la conséquence, c'est quoi ? Simplement que notre temps d'attention et de qualité donc avec nos enfants, on souffre. Je crois qu'on est un peu tous dans ce sentiment-là que notre vie passe à 100 à l'heure, que tout est millimétré, qu'on a le temps de rien. Et à ça, s'ajoute quoi ? La culpabilité, l'habit préféré des parents, enfin surtout des mères, malheureusement. Et donc, cette sensation que la vie passe trop vite, qu'on passe pas assez de temps avec nos enfants, qu'on fait pas assez de choses pour eux, elle est parfois un peu inhérente à la parentalité, malheureusement. Alors, pour remédier à ce problème, on peut peut-être se plonger à nouveau dans les rituels familiaux pour repenser notre façon de voir le temps et surtout de voir notre temps de qualité. Parce qu'il y a vraiment une différence entre être là à la maison de manière hyper
récurrentes et être physiquement là, mais être sur notre téléphone à discuter, à scroller sur Insta, à lire nos mails, à continuer de travailler, donc ne pas être présent psychologiquement avec nos enfants. Ça nous arrive toutes et tous, évidemment. On ne vit plus la même vie que nos parents qui rentraient du travail à 17h, 18h, peu importe, mais coupés. En tout cas, pour la plupart d'entre eux, nous, aujourd'hui, on peut avoir notre vie du travail, notre travail qui continue d'influencer sur notre vie de famille. Et donc, il faut savoir trouver à nouveau des moments de qualité pour couper ce cercle un peu vicieux du fait de ne pas être présent à 100% avec nos enfants. Donc, il y a 3 questions à se poser pour sacraliser la vie de famille et retrouver un petit peu de sérénité. La première, c'est simple. C'est quoi déjà un rituel et pourquoi est-ce que c'est si important? Le rituel, dans la définition du Larousse, je vous le cite, il y a plusieurs définitions, mais j'en ai pris quelques-unes. La première, c'est qui est comme réglé par une coutume immuable. La deuxième, c'est ensemble d'actes, de paroles et d'objets codifiés de façon stricte, fondés sur la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et appropriées à des situations spécifiques de l'existence. Bon, celle-là, elle fait un peu mal à la tête, surtout si vous êtes en postpartum. Ma préférée, c'est la troisième. Ensemble de règles, des règles et des habitudes fixées par la tradition. J'aime vraiment bien cette dernière définition. Peut-être que, comme pour moi, le mot tradition peut vous sembler un peu vieillot, mais en réalité, je trouve qu'il fait partie de nos constructions en tant qu'humains. Nous pouvons créer des nouvelles traditions pour qu'elles nous ressemblent et que ce soit pas calqué forcément sur ce que la société nous impose ou ce qu'on nous a envoyé comme image de tradition à travers notamment les films, les séries, les livres, les musiques. Voilà. C'est aussi ça qui est chouette, c'est que c'est à nous d'inventer nos propres traditions avec nos familles et nos rituels. En 2021, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, si vous écoutiez déjà la matrescence, mais j'avais interviewé André Stern, auteur du livre Les rites et rituels de l'enfant. C'est l'épisode 96. Je vous encourage vraiment à l'écouter. Il explique à quel point les rites et les rituels structurent la vie d'un enfant et surtout à quel point ils sont essentiels à leur développement. Donc ça, c'est pour la partie rituelle. Vous le savez, en 2024, notre monde transpire la rapidité. On est tous stressés par ce temps qui nous échappe, qui file. On vient d'accélérer les traditions et les rituels. Je trouve que ça peut permettre de ralentir, d'appuyer sur le frein de ce train de la vie dans lequel on a embarqué et dont on maîtrise pas forcément la vitesse. Et là, les rituels et les rites et les habitudes et nos traditions, ça permet de maîtriser ce temps que nous avons. Je vais vous expliquer comment. Moi, c'est une conviction profonde que j'ai. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, mais je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'on l'on doit à nos enfants. Arriver à mieux maîtriser nos temps, arriver à appuyer sur ce frein de cette vie à 1000 à l'heure, parce que c'est notre rôle de parents de leur dédier des moments uniquement à eux, de leur fournir la connexion dont ils ont tant besoin pour se sentir en sécurité et donc pour grandir correctement. C'est tout le paradoxe de notre génération, de notre société. On veut passer plus de temps, on veut s'investir plus et en même temps on a de moins en moins de temps. Donc créer des rituels, des traditions, ça permet de construire cette entité qui est notre famille, peu importe encore une fois sa configuration. Donc vous avez déjà toutes et tous vu ce genre d'affiches qui disent dans notre famille, on s'embrasse, on s'amuse, on se respecte, on rigole, peu importe ce qu'on met comme sauce dedans, comme ingrédient. Et moi j'avais envie de vous proposer de réfléchir à cette vision-là de votre famille pour la créer donc à votre image. Alors, première question, on s'est demandé ce que c'était un rite et un rituel et comment on pouvait le définir. Et donc dans cette deuxième partie de l'épisode, je vais vous expliquer le type de rituel qu'on peut mettre en place au sein de sa famille. Je vais vous donner des exemples qui me sont propres, mais je vais aussi vous en donner d'autres dans lesquels vous pouvez piocher. C'est vraiment à vous d'adapter à votre quotidien, à votre culture, à votre type de famille aussi. Et donc, pour vous aider, n'oubliez pas de télécharger le guide qu'on a créé pour vous, qui est gratuit, pour y voir plus clair. Ça fait toujours du bien de mettre par écrit, de réfléchir aussi avec son conjoint ou sa conjointe si vous en avez, en famille recomposée, avec vos enfants aussi, de les inclure là-dedans, parce que c'est des moments hyper chouettes. Alors moi, dans ma famille, si je parle de mon expérience, on a grandi autour des fêtes religieuses catholiques, sans vraiment y prêter attention, je suis athée. Mais ma vie a quand même été rythmée autour de ces fêtes-là, comme beaucoup de gens en France, parce que aussi on respecte le calendrier catholique pour les jours fériés, tout simplement. Donc pour moi, ça correspond à quoi ? Noël et la magie de toute ma très grande famille réunie autour d'une table, de ma tante qui nous emmenait
3-4 jours avant Noël à Paris. Elle nous prenait chez elle pour aller voir les grands magasins, les Lumières, d'aller descendre les Champs-Élysées. Bref, ça faisait vraiment rêver en tant que petite fille d'avoir ce moment privilégié avec ma tante et mes cousines. Donc ça, c'est et ma sœur, évidemment, elle va m'engueuler si elle sait que j'ai pas dit son nom. Ouais, parce que pour moi, c'est juste comme si elle faisait partie de moi, en fait, qu'elle est toujours là avec moi, ma sœur, surtout dans ces moments de famille. Donc il y a ça, il y a Noël, il y a Pâques avec les beaux jours qui reviennent, il y a la Chandeleur, voilà, il y a toutes ces petites étapes qui jalonnent l'année dont vous êtes tous et toutes familières, mais qui étaient assez importantes pour moi, sans encore une fois que j'y vois aucune signification religieuse derrière, parce qu'on n'était pas du tout à célébrer ces passages-là. Et c'est peut-être le cas dans votre famille, à l'inverse. Vous fêtez peut-être le Ramadan, Hanouka, les fêtes bouddhistes, peu importe ce que sont vos convictions religieuses. Moi, après mon passage à 17 ans aux États-Unis, j'ai commencé à célébrer Halloween. Ça m'a énormément marqué cette fête là-bas, de se déguiser, d'être dans le fun, d'aller découvrir le quartier, de tout le monde, les enfants dehors. Il y avait vraiment une ambiance ultra bon enfant et très agréable. Et donc j'ai commencé à faire Halloween avec mes copains, mes potes, quand je suis revenue des États-Unis. Tout le monde disait: «Ah, tu nous saoules avec Halloween». J'ai toujours eu 1000 décorations. J'adore Halloween. Et j'ai incorporé cette fête, forcément, dans ma tradition familiale avec mes enfants, aux grandes dames de mon mari qui ne n'aime pas du tout cette fête-là, ça l'intéresse pas du tout. Et depuis, c'est une tradition à laquelle on ne déroge pas et que mes enfants adorent, elles, heureusement. Mais les rituels, sincèrement, qui m'ont le plus marqué, ce sont pas ceux auxquels on peut penser de prime abord, je pense. Il y en a un auquel je tenais particulièrement quand j'étais petite, c'était la rentrée des classes. Il fallait absolument que mon père soit là. C'était une obligation. Mon père travaillait beaucoup, comme un peu tous les pères des années 90, 80-90. Ma mère avait pris un 80%, était beaucoup plus présente pour nous au quotidien. Donc, il fallait que mon père fasse cet effort de nous emmener à la rentrée des classes et ne travaille pas ce jour-là. C'était très important pour moi. Donc ça faisait partie d'une tradition, d'un rituel. Avec mes enfants, le jour de la rentrée, par exemple, aujourd'hui, on écrit sur un tableau leur âge, leur taille, leur classe et on fait la photo. Vous avez déjà vu, j'en ai déjà posté sur les réseaux sociaux. Ça pullule sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais en vrai, mes filles adorent ce moment. Alors que d'habitude, c'est une galère de les prendre en photo. Elles trouvent ça trop fun. Elles adorent regarder les photos avant, après, parce qu'on fait en début d'année et en fin d'année. Comme ça, on voit l'évolution. C'est assez impressionnant, juste physiquement, la taille qui grandit. Et moi, je trouve aussi que pour moi, en tant que parent, ça n'a pas de prix de pouvoir avoir ces petites photos. Je sais que dans ma famille américaine, ils faisaient un truc génial et j'avoue, je pense que je vais commencer à le faire. Mon père américain filmait, donc j'ai 3 frères et sœurs américains avec qui j'ai vécu quand j'habitais aux États-Unis, donc dans cette famille qui fait comme partie de ma famille. Et eux, ils se filmaient à chaque rentrée scolaire et ils posaient toujours les mêmes questions. Dans quelle classe tu vas, quel âge tu as et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et franchement, j'avais 17-18 ans quand j'y suis allée et on les regardait déjà à cette époque, à chaque rentrée scolaire, on regardait les 3 quand ils avaient 5 ans, 10 ans, 11 ans et c'est génial. Franchement, c'est des souvenirs hyper précieux et j'adorais les regarder devant le pas de leur porte, raconter leurs espoirs pour leur futur. Il y a un deuxième rendez-vous qui a totalement façonné mon enfance, c'était la fête de la résidence. J'ai eu la chance de grandir dans une résidence pavillonnaire fermée, donc protégée, où on vivait notre vie en toute liberté, depuis mon plus jeune âge. J'ai des souvenirs très, très tôt d'être, toute seule en autonomie, dans cette résidence avec, tous les enfants du quartier. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que tous les parents, il y avait peut-être une vingtaine de familles, en tout cas, on était plus que ça, mais une vingtaine de familles très proches, jouaient ensemble. Nos parents étaient amis, faisaient des pokers, partaient en vacances, faisaient des volley-ball. Bref, on avait vraiment une vie de famille, amis très forte, les week-ends dans cette résidence où j'habitais. Et chaque année, tous les parents organisaient sur une journée une gigantesque olympiade avec une énorme fête le soir. C'était la fête de la résidence. On faisait des tours de vélo dans le quartier, on était en équipe, on faisait des chasses au trésor, on faisait des grands jeux. Enfin, c'était incroyable. Franchement, un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Et la fête de la résidence, c'était le rendez-vous de l'année, franchement, que personne ne voulait rater. Malheureusement, mes filles ne vivront pas ça, en tout cas pour le moment. Mais j'ai souvent pensé à organiser un événement de la sorte avec tous nos voisins. C'est beaucoup plus complexe aujourd'hui parce que quand on veut fermer un quartier, il faut demander des autorisations à la mairie.
Enfin voilà, je sais que la fête des voisins existe. Pour moi, malheureusement, c'est souvent pendant Roland-Garros, donc je ne suis pas là. Mais je trouve que d'avoir cette cohésion dans son environnement, dans son voisinage, si vous êtes, en appartement ou pas, c'est tellement précieux pour les enfants. Ça a été des moments, qui m'ont marquée à vie. Donc il y a une autre tradition primordiale que mes parents ont installée, je pense un peu par hasard, c'est notre lieu de vacances. Chaque été depuis 35 ans, on part au même endroit et vous allez voir, je ne vais jamais dire la ville, tellement c'est précieux pour moi. Je vous l'avez jamais vu sur mes réseaux sociaux, je ne montre jamais vraiment cet endroit parce que c'est mon paradis sur terre. C'est ma mère qui, à l'époque, a regardé sur une carte de France dans le sud-ouest, un petit village. Il voulait aller, dans le sud-ouest et elle a cherché un petit village au bord de l'eau qui avait l'air chouette sur une carte, hein. Donc franchement, elle a visé juste et depuis, elle a embarqué mon père, mes tantes, mes grands-parents et boum, depuis, toute ma famille y va. Mes cousins, cousines y vont depuis 35 ans avec leurs enfants. C'est eux une tradition aujourd'hui. C'est juste, fou l'effet boule de neige que cette décision a eu, de ma mère de nous emmener là il y a 35 ans. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à donner le virus de ce petit village génial à mes filles. Malheureusement, pas trop à mon mari. Et ma sœur a le même problème avec son mari. Ce qui montre bien à quel point un lieu d'enfance, ça vous marque à vie et ça a une saveur, particulière. Je pense qu'on est beaucoup à avoir cette relation-là avec des lieux qui nous rappellent, des souvenirs d'enfance. C'est peut-être la maison de vos grands-parents, de tantes, d'oncles, c'est peut-être le retour dans le pays de vos parents. Peu importe ce que c'est, en fait, ça marque à vie. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas capable de passer un été sans y aller une semaine, donc ça fait partie évidemment de mes rituels avec mes enfants, le lieu de vacances. Je vous ai donc raconté les rituels de mon enfance qui ont une empreinte phénoménale sur ma vie d'adulte, vraiment. Ça, j'y repense souvent depuis que je suis mère, de ce que je veux transmettre à mes filles. Et maintenant, j'aimerais vous donner des exemples de rituels que j'ai mis en place, aujourd'hui avec mes enfants et que vous pouvez aussi mettre en place, chez vous. Par exemple, organiser un week-end seul avec un enfant loin de la maison ou juste l'après-midi ou juste une journée, à vous de choisir vos moyens, votre capacité avec votre travail. Moi, j'ai décidé qu'à chaque Noël où elles viendraient de découvrir que le Père Noël n'existe pas, je les emmènerais en week-end là où elles choisiraient en France, qu'elles et moi. Donc je l'ai fait cette année avec ma grande qui a 6 ans et demi et donc elle a découvert à ses 6 ans que le Père Noël n'existait pas en faisant tout un travail de logique. C'était génial de la voir faire. Et donc je lui ai dit: «Écoute, mon cadeau, je t'offre» et on est partis à Paris et c'était vraiment chouette à faire et j'ai promis à mes autres filles qu'elles auraient le même cadeau. Elles ont pas compris le pourquoi elles l'auraient, mais elles l'auront. Donc il y a aussi une autre tradition qu'on a mis en place, c'est que tous les vendredis, on fait l'apéro et d'ailleurs j'enregistre cet épisode un vendredi, donc j'ai acheté des choses pour l'apéro. On fait apéro au barbecue quand il y a des beaux jours, et on regarde un dessin animé l'hiver avec, nos filles tous ensemble. C'est vraiment notre rituel hebdomadaire. Je sais, vous allez me dire: «Ma dernière n'a que 2 ans, elle devrait pas regarder la télé». C'est vrai. On choisit un dessin animé adapté à l'âge de tout le monde et on va être très honnête, elle regarde 5 minutes et après elle va jouer à côté. Il y en a un ou 2 qui va jouer plus ou moins avec, notre deuxième, mais on a fait l'apéro ensemble et elles adorent ce moment-là et je vous encourage à le faire parce qu'en fin de semaine, c'est hyper agréable d'avoir ce moment un peu privilégié de transgression. On peut manger des chips et il y a aussi, je vous rassure, des légumes. Mais mes enfants adorent. Je sais que j'ai plein de copines qui faisaient des choses, le dimanche, qui par exemple faisaient un petit déjeuner à la place, du dîner le dimanche soir. Très bonne astuce des parents en galère qui savent plus quoi faire à manger. Je trouve que c'était chouette et ça devient un rituel de manger sucré, parce que le petit déj sucré français, le dimanche soir, quand on est à court d'idées, qu'on sait plus quoi faire. Vous pouvez faire aussi des photos de famille toujours au même endroit, le repas de famille, chaque semaine. Chez moi, c'était poulet tous les dimanches midi avec haricots verts, c'est resté chez moi. On va au marché la plupart du temps le dimanche matin. Voilà, on essaye de recréer ces petits moments, que nos filles attendent et nous demandent parce que ça, ce que je vous disais, ça nous permet de recapturer le temps, de le mettre sous notre bras et de dire: «Je te tiens» et c'est ce moment-là que j'ai choisi et que je ne subis pas dans ma vie de tous les jours. La dernière question qu'on doit se poser, c'est comment on repense le temps de qualité. Donc, je vous disais, une majorité de parents aujourd'hui, et notamment de mères, travaillent en dehors du foyer. Donc, le temps passé avec les enfants a changé depuis l'après-guerre. On a réorganisé en fait notre vie de famille. On a désormais, quasiment pour la plupart des gens, un temps long pour nous retrouver en famille le week-end. Évidemment, quand le métier des parents le permet, je le sais, j'ai travaillé tous les week-ends pendant 7 ou 8 ans. C'est aussi pour ça que j'ai quitté mon travail à un moment à France Télévisions
dans le journalisme sportif parce que je venais d'avoir un enfant et je voulais être là le week-end. Et donc, les sociologues appellent ce phénomène-là de passer ce temps-là en famille le week-end la resynchronisation familiale. Donc, si vous êtes en décalage dans vos emplois du temps, c'est à vous de repenser cette resynchronisation. Est-ce que ça peut être un mercredi? Est-ce que ça peut être le soir, le vendredi soir? Voilà. Où est-ce que vous retrouvez ce moment-là à vous en famille, qui est un temps précieux? Et je vous en ai parlé souvent dans ce podcast, les psychologues que j'ai interviewés aussi. Le temps précieux, c'est un temps primordial. Déjà, c'est une notion que vraiment tous les psychologues de la petite enfance utilisent. Un temps précieux, c'est un temps de qualité, donc, vous l'avez compris, où en fait toute distraction disparaît au profit de notre attention pleine envers nos enfants. Souvent est conseillé de prendre un minuteur, de mettre 20 minutes, parce que les enfants n'ont pas une capacité non plus à passer 1 heure entière à être concentré. Donc, vous mettez 20 minutes sur un timer pour que l'enfant l'ait visuellement. Et vous n'êtes pas avec leurs frères et sœurs, vous êtes que avec votre enfant, si vous avez d'autres enfants, et vous faites un jeu que il ou elle a choisi. Vous allez dans leur sens, vous leur accordez cette pleine attention pour eux. Ça fait des miracles. C'est très dur à faire quand vous êtes parent solo. Je l'ai expérimenté, je sais très bien. Mais si vous pouvez réussir à le faire, vraiment, c'est très pratique. Mais on peut penser ce temps précieux de manière différente aussi. Ça peut être un temps où on fait du renforcement positif. Peut-être que vous avez écouté l'épisode 187 avec Franck Ramu, le directeur de la recherche au CNRS sur l'éducation, où il évoque cette notion fondamentale, le renforcement positif, qui a une vertu hyper intense en fait sur nos enfants, parce que célébrer les petites victoires et encourager nos enfants en les valorisant, c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le croit. Alors bien sûr, ça paraît basique quand je dis ça, mais en fait, pris dans le quotidien, parfois on oublie de mettre nos lunettes de la positivité, surtout si on est fatigué. Je suis la première à ne voir que ce que mes enfants font pas comme il faut, tout le bordel qu'il y a, à être surstimulé. Mais en fait, quand on met nos lunettes de la positivité et qu'on dit à haute voix à nos enfants ce qu'ils font de bien, on leur met des paillettes dans les yeux. Et on fait ce qu'on appelle du renforcement positif. Et donc, on peut faire ça avec des rituels. Chez nous, par exemple, on a une célébration à table à chaque petit passage important de la vie de nos enfants. Par exemple, quand il n'y a plus de couche la nuit. Par exemple, quand il y a un arrêt de la tétine ou en voie d'arrêter. Par exemple, quand il y a une nouvelle acquisition d'une nouvelle compétence. On fait quoi? On le fête à table le soir en chantant et on donne le prénom, Ipipipora, pour Ella, Ipipipora, et on applaudit et on chante. Je sais que c'est hyper anodin, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est nul, évidemment, nous on fait des trucs comme ça. Mais en fait, je sais que ça leur restera ces petits moments-là. Vous pouvez aussi célébrer chez les plus grands, parce que là j'ai parlé des petites célébrations de tout petit. Le passage d'une classe à l'autre, la capacité à réaliser seule une tâche, les mettre en fait en valeur pour leur travail, leur acharnement, le fait de faire leurs devoirs, de ranger la table, de débarrasser, de nous aider, d'écouter simplement ce qu'on leur demande, faire du renforcement positif à ce moment-là, c'est hyper important. Donc, vous l'aurez compris, sacraliser la vie de famille, c'est rendre les moments du quotidien hyper importants, c'est se réapproprier le temps, c'est lui redonner de la valeur, et c'est mettre en valeur surtout nos enfants. C'est ce que je disais, pour moi, c'est un dû. Je sais que peut-être ça va heurter, mais on leur doit cette attention, on leur doit de laisser une empreinte sur leur enfance avec des moments joyeux, où nos problèmes, nos tracas du quotidien, on en fait fi, on les met de côté. Et on leur accorde ces moments-là, même dans les moments difficiles, ça reste très important, je crois, de pouvoir ritualiser. Je sais que les parents séparés ont souvent des rituels très précis quand l'enfant revient à la maison après avoir passé du temps chez l'autre parent, et parce qu'ils ont compris que c'est un moment de transition et que ça fait du bien de se poser et d'avoir ce petit sas de décompression que l'enfant attend avec impatience. Voilà, téléchargez ce guide parce que vous allez pouvoir vous poser et remettre à plat ça en famille et avoir juste une image très précise de ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez laisser comme empreinte dans l'enfance de vos enfants. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de week-end, de soirée, de matinée, peu importe ce que c'est. Prenez soin de vous et on se retrouve vendredi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous
devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.